Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture pour ce nouveau numéro de Cook Midi. Alors Cook Midi, vous le savez, c'est le rendez-vous de la cuisine simple, facile, au naturel, avec Valérie Virorello. Bonjour Valérie. Bonjour. Une habituée de Cook Midi. Hein. Très bien, ouais. Et alors, qu'est-ce que vous allez nous faire de beau aujourd'hui ? Alors, je vais préparer un curry de chou-fleur végétarien aux lentilles pour avoir les protéines et tout ce qu'il faut pour ce plat végétal. Alors, le chou-fleur, on ne le dira jamais assez, hein, c'est un produit star de la cuisine. On en produit autour de 270 000 tonnes en France, mais nous ne sommes pas les premiers producteurs de chou-fleur, puisque nous ne sommes que troisième derrière les Italiens et les Espagnols. Alors Valérie, pour cette recette, on a besoin de quoi ? On a besoin d'oignons, d'ail pour donner du goût et d'épices. Ensuite du chou-fleur évidemment, des lentilles, de la tomate, du lait de coco et de la mâche à la fin pour parfumer. Et alors je crois qu'il y a un secret pour la recette, c'est dans cette petite boîte verte. Je ne sais pas si vous la voyez, venez regarder. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on a ici un mélange Il y a quoi, d'épices. Un mélange d'épices avec du curry, du garam masala et du paprika. Je pense que je vais rester ici. Bon allez, maintenant je vais vous présenter nos invités, des spécialistes du chou-fleur, mais pas que, parce que nous verrons que pour avoir un chou-fleur dans notre assiette, il faut commencer par la phase de la graine, la phase de la culture et aussi la phase de la sélection. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, tout d'abord, Anne Coupet. Bonjour Anne. Alors, quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cette émission, je vous ai dit, ah, alors vous êtes où ? Vous êtes de Saint-Paul-de-Léon et vous m'avez dit, pas du tout, je suis du Béthunois. Voilà. Mais on fait du chou-fleur dans le Pas-de-Calais ? Oui, monsieur. Moi, je croyais qu'on faisait que des bêtises et du côté de Cambrai, mais non, on fait du chou-fleur. Alors, pas du tout. Donc, je suis productrice de chou-fleur et de choux dans le Pas-de-Calais, dans un village qui s'appelle Richebourg, près de Béthune. C'est un bassin de production de multilégumes, on va dire. Et donc, voilà, ça fait 25 ans que je produis du chou-fleur. Je suis arrivée un petit peu par hasard sur la ferme. Et je suis restée. Vous avez vu la lumière, vous êtes rentrée. Je suis rentrée, oui. Le tracteur me plaisait, je suis restée. Valérie Tremblay, bonjour. Vous êtes directrice de l'organisation bretonne de sélection. Alors expliquez-moi ce que c'est que l'OBS. Alors l'OBS, c'est une union de coopératives. On travaille pour les coopératives productrices de légumes frais en Bretagne. Et donc on fait de la sélection et de la production de semences et de plants sur les potagères bretonnes, chou-fleur, artichaut, échalotes principalement. C'est-à-dire, par exemple, pour le chou-fleur qu'on trouve aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui que l'on trouvait il y a 40, 50 ans ? Ah non. Les populations fermières locales sont à la base de nos ressources génétiques. C'est la base du matériel qu'on travaille. Alors, pour parler aussi des graines à l'origine du chou-fleur, mais pas que, Thomas Bourgeois, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des agriculteurs multiplicateurs de semences. Alors, j'allais dire des agriculteurs essentiels, mais qu'on connaît peu, parce que finalement, vous êtes plutôt discret. Ah bah complètement. En fait, nous on intervient entre les deux personnes que vous avez vues avant. Donc la personne qui crée les variétés et la personne après qui va les utiliser. Parce qu'à partir du moment où on crée des variétés, on a un tout petit peu de graines. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'en avoir un maximum pour contenter soit la partie, on va dire, jardinier, ou alors après les maraîchers pour pouvoir faire des choux-fleurs en grande culture. Et nous, justement, à la FNAMS, on a une section qui s'appelle la section potagère, où on travaille toutes les potagères. Mais vous êtes au départ un agriculteur comme un autre. Ah, tout à fait. Au départ, on est agriculteur comme un autre. Et on n'a pas 100% de notre production qui est destinée à la semence. Pierre Nossman, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Rustica. Absolument. Alors, question bête, je peux faire des choux-fleurs dans mon jardin, Pierre ? Oui, complètement, absolument. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est une culture qui est très longue. Et c'est vrai que les jardiniers sont souvent impatients de récolter et de manger surtout ce qu'ils ont semé. Il faut attendre entre 4 et 6 mois avant de pouvoir les récolter, mais c'est vraiment un légume. très long. C'est très long. Alors, il y a des petites astuces. On va pouvoir faire de l'entreculture, on va planter ou semer de la salade ou des semer en entreculture, parce que il faut savoir que le chou-fleur, c'est un légume qui a besoin de place, entre 50 et 60 cm. Et du coup, entre deux, on peut mettre des cultures plus rapides. Et là, on a des récoltes qui permettent d'attendre la récolte du chou-fleur. Et alors, justement, il faut de la place, donc il faut des grands champs, des grandes exploitations, Anne, pour faire du chou-fleur ? Pas forcément. Alors sur mon exploitation, on cultive 30 hectares de chou-fleur et plusieurs variétés. Et donc, Par exemple, quel genre de variété ? Des variétés, ce qu'on dit précoces ou des plus tardives.
Donc là, ici, à partir de la semaine prochaine, on va dire, on va commencer à repiquer du chou-fleur, des variétés qui s'appellent Solis, Délias, que l'on va couvrir d'un voile et qu'on va découvrir dans à peu près 4 à 6 semaines pour biner, buter, recouvrir de nouveau et on tirera les grands voiles à partir de fin mai pour une récolte qui va démarrer dernière semaine de mai, début juin à peu près. Si je comprends bien, d'ailleurs, il y a une sorte de complémentarité entre vous et vos collègues bretons pour assurer un suivi dans l'année. La production nordiste, tout à fait. Nous sommes les deuxièmes producteurs, région productrice derrière les Bretons. Ça représente peut-être en Nord-Pas-de-Calais quelque chose comme entre 300 et 400 hectares de chou-fleur. Voilà. Alors, on va tout de suite retourner en cuisine. Valérie, là, c'est la séquence épluchage de l'ail. Hein. C'est ça. Bon, mais avant qu'on parle de la recette, moi, je voudrais que vous nous donniez un tuyau parce qu'il y a un vrai problème avec le chou-fleur. Surtout quand on habite dans un immeuble, surtout quand on a des ados. C'est l'odeur. Alors, est-ce que vous avez une combine, un truc à me donner pour qu'il n'y ait pas cette odeur du chou-fleur qui, finalement, n'est pas si désagréable que ça, mais pour les ados, ça pose un problème. Alors moi j'ai 2 combines. La première c'est de faire cuire le chou-fleur dans une énorme marmite d'eau, mais vraiment un gros volume d'eau. Et dès que le chou-fleur est cuit, on jette l'eau. Comme ça on minimise un petit peu l'odeur qui va s'évacuer dans la maison. Et la deuxième, si la recette le permet, c'est de le faire cuire dans du lait, tout simplement. Alors, on va reparler du chou-fleur et de l'origine. Je vous disais tout à l'heure que les chou-fleurs d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec ceux que pouvaient manger nos parents. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en recherche de nouvelles variétés, en amélioration variétale et c'est quoi les critères? On vient voir en disant je veux un chou-fleur rose avec des points verts, débrouillez-vous, faites-moi un chou-fleur rose avec des points verts. Alors non, il faut que le caractère existe dans la nature pour pouvoir effectivement le sélectionner et il faut aussi que ce caractère présente une certaine variabilité, donc pour pouvoir avoir une emprise sur lui. Ensuite, à l'heure actuelle, il faut toujours, en fonction de votre marché, si c'est de la transfo, c'est le nombre de fleurettes. Si c'est de la conso, c'est un chou-fleur blanc et brillant avec un grain qui est beau. Mais les principales attentes dans les programmes de sélection aujourd'hui, c'est répondre aux attentes sociétales et c'est diminuer les pesticides. Donc on travaille principalement pour développer des plantes qui ont un meilleur comportement vis-à-vis des pathogènes qu'ils peuvent avoir, des champignons, des insectes, et qu'elles puissent toutes seules se prémunir de ces attaques-là. Alors là, je vais dire un gros mot. Si on veut un chou-fleur qui soit résistant aux pesticides, ou pour lequel on n'a pas besoin de pesticides, ça veut dire quoi, Thomas? On fait un chou-fleur OGM? Alors quand je dis OGM à Thomas Bourgeois, il me regarde, si vous pouviez le voir, il me fusille du regard. Alors, moi, je suis pas le mieux placé pour parler de culture OGM. Moi, je suis là pour multiplier des semences. Donc, si la partie en création variétale fait des cultures, moi, je ne vais multiplier que ces cultures-là. Moi, je peux pas multiplier les choses qu'on peut pas me donner. Et d'autant plus que les OGM, en Europe, c'est interdit. Absolument, il faut le rappeler. Hein. De toute façon, comme ça, moi, je cultive pas ça. Donc, vous, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'on vient vous voir en disant, voilà, on a fait telle variété, on a telle graine, maintenant il nous faut des tonnes et des tonnes de graines, débrouillez-vous. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc on va ensemencer la graine, ou alors on va repiquer, ça dépend après les espèces. Et du coup, on va laisser monter à graine. Donc nous, ce qu'on veut pas, c'est pas le fruit, nous ce qu'on cherche, c'est la graine à l'intérieur. Donc, et après, quand ça va arriver à maturité, on va extraire les graines. On va les travailler, donc on va les faire sécher gentiment et après on va les redonner à d'autres établissements qui vont finir de les nettoyer, de les trier pour avoir des graines qui soient viables pour que le consommateur ou pour que les maraîchers puissent les utiliser. Et je suppose qu'il doit y avoir des dizaines et des dizaines de contrôles, non? Votre activité doit être une activité hyper contrôlée. Oui, tout à fait, contrôlée et on a des normes très strictes. Donc il faut pouvoir justement arriver à ces normes et du coup avec les orientations qui se passent un peu au niveau de l'agriculture, on se pose quand même des questions de savoir si on arrivera toujours à faire des semences aux normes puisque nous n'avons plus forcément toujours les bons produits pour arriver à faire ces semences aux normes.
Et on reviendra justement sur l'actualité récente et notamment la décision du Conseil d'État. Mais Pierre, on le voit bien, hein, il y a une tendance aujourd'hui chez les consommateurs, c'est vouloir des produits sans pesticides, sans résidus de pesticides, etc. Vous devez boire du petit lait Rustica parce que les jardiniers amateurs, il n'y a pas tout ça, quoi. Non, il n'y a pas tout ça, effectivement, puisque les insecticides et les pesticides ont été interdits il y a 1 an, donc il faut trouver d'autres alternatives. Alors la première chose, ce que l'on conseille à nos lecteurs, c'est déjà d'avoir un sol de très bonne qualité. Alors le chou-fleur aime une bonne terre de jardin, pas forcément très humeuse et légère, une bonne terre lourde de jardin, riche avec une fumure, du fumier. Et ça, c'est déjà la base pour permettre aux légumes de pousser correctement, de s'épanouir correctement et de résister naturellement aux attaques de parasites ou de maladies. Et puis après, c'est tout l'entretien. On parlait tout à l'heure paillage, sarclage, désherbage. C'est un légume qui aime les situations plutôt ombragées, enfin pas trop ensoleillées, pas trop chaudes, hein. Alors évidemment, on le cultive beaucoup en Bretagne, hein, pardon pour les Bretons, on le cultive dans le Nord aussi, et c'est vrai que c'est pour des raisons climatiques, parce qu'ils détestent la chaleur. Et donc une fois qu'on a réuni un sol de bonne qualité, qu'on a réuni un environnement climatique de bonne qualité, on a déjà un plant qui pousse bien et qui va naturellement résister à des attaques parasitaires et aux maladies. Valérie, vous en êtes où? Je viens d'ajouter les épices. En même temps qu'on fait rissoler l'ail et l'oignon pour que le curry ait vraiment du goût. Et ensuite, on ajoute les tomates, on laisse un petit peu mijoter et on passera à l'ajout des ingrédients principaux à la fin. Ce qu'il faut savoir, hein, les épices à consommer avec modération. Hein. C'est vraiment quelque chose de millimétrique, hein, parce que si on en met trop, ça n'a plus de goût, c'est un goût absolument effroyable. C'est ça, il faut justement bien doser les épices et les faire bien revenir dans l'huile d'olive pour en exhaler les saveurs. Et les épices, on les trouve facilement chez les épiciers ou c'est un petit peu compliqué? Il faut aller dans des boutiques spécialisées pour les trouver? Non, c'est des épices basiques qu'on trouve très facilement dans les épiceries. Alors Anne, Oui. j'ai l'impression en vous écoutant, quand même en écoutant également ce que disait Pierre à l'instant, c'est que produire du chou-fleur, d'abord ça prend du temps, mais c'est un travail de fou, il doit y avoir une main d'œuvre incroyable, non? Alors, oui, c'est Vous avez réussi à mécaniser quand même un peu tout ça? Oui, quand même. Il y a des moyens d'alléger, on va dire, le travail. Notamment, il faut quand même savoir que le métier a évolué. Nous disposons de matériel tel que des repiquages pour tout l'aspect emblavement des terres. Et au niveau des récoltes, je pense que beaucoup de producteurs aujourd'hui sont équipés d'un tapis d'aide à la récolte monté sur une remorque. Alors expliquez-moi, ça marche comment? Ça marche comment? Sur la remorque, il vous faut 2 personnes, qu'on va dire les emballeurs, voilà. Et à terre, je vois comme chez moi, c'est une équipe de 2 personnes en haut sur la remorque et 4 à 5 personnes qui coupent et qui prennent en charge 2 rangs de chou-fleur. Voilà. Et donc, une fois que vous avez sélectionné votre chou sur le sol, vous le déposez sur le tapis et ça conduit vers les emballeurs. Voilà. Et vous repassez plusieurs fois parce qu'il peut y avoir des choux qui ne sont pas suffisamment bons à être... Oui, tout à fait, suffisamment mûrs. Donc c'est vrai qu'aussi qu'avant de récolter, avant de couper un chou-fleur, il y a ce travail de casser des feuilles sur la tête de chou-fleur pour lui épargner le coup de soleil. Parce que ça, c'est pas vendeur, le coup de soleil, pour un chou-fleur en rayon. Hein. Ça fait quoi quand il y a un coup de soleil? Quand le chou-fleur se prend un coup de soleil? Il devient jaune et au bout de quelques jours, ça devient marron. Donc c'est pas du tout, visuellement, ça n'a rien de commercialisable, quoi. Donc c'est-à-dire qu'un chou-fleur qui arrive, il faut qu'il soit vite vendu parce que... À l'idéal, c'est de le couper au matin et qu'il soit dans les rayons l'après-midi, voire le lendemain, quoi. Il faut vraiment éviter c'est un produit sensible. Il faut éviter les longs prolongements dans les transports et les frigos, etc., quoi. Tout à l'heure, Valérie nous disait il y a des choux-fleurs pour la transformation des choux-fleurs. Oui. Vous, vos débouchés, c'est quoi? Alors, mon premier débouché, c'est donc le marché de frais. Donc, je travaille pour une coopérative qui s'appelle le marché de Finlampin. Qui est une belle coopérative de 220 producteurs. Ils font pas tous du chou-fleur, hein, je vous rassure. Ils font aussi beaucoup d'endives. Sinon, les Bretons vont avoir quelques soucis. Si vous commencez à mettre du chou-fleur partout, ça va pas leur plaire. Je pense que ça va pas leur plaire. Et donc, je travaille également pour l'industrie. Donc, on transforme le chou-fleur en fleurette sur le champ. On a une machine qui s'appelle une pareuse étrogneuse et on transforme et on livre des containers de petites fleurettes à l'industriel. Voilà. Et donc, c'est un boulot
J'ai quelques collègues qui trouvent que c'est un boulot d'esclave et moi personnellement non, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à m'être lancée dans cette production, quoi. Voilà. Alors je voudrais qu'on revienne sur la phase sélection variétale. Aujourd'hui, vous nous disiez tout à l'heure, on fait des choses pour l'industrie, des choses par exemple pour l'industrie, qu'est-ce que ça doit, quels sont les critères pour que ça intéresse les industriels? Pour l'industrie, le principal critère, c'est le rendement en fleurette, c'est le poids de la pomme. Voilà. Après, tout dépend si ce qui est aussi important, c'est la précocité du chou. Donc si en fonction des usines, vous avez des choux qui sont demandés de précocité plus ou moins. Il faut savoir qu'on peut produire du chou toute l'année, donc avec des choux d'été, des cycles très courts, et puis des choux qui sont très très longs à produire. Donc voilà, répondre à la demande de nos clients. Et il faut combien de temps entre le moment où on vient vous voir en disant voilà, j'aurais besoin pour mes entreprises, pour mes usines ou pour mes débouchés dans la grande distribution ou ailleurs d'un chou-fleur de tel type, entre ce moment-là et le moment où le chou-fleur va arriver, en vrai? Alors, le pas de temps en sélection, c'est entre 15 et 20 ans. Il faut imaginer un programme de sélection comme un entonnoir. Donc, à la base, on va collecter des ressources génétiques. Il faut sans cesse alimenter le programme avec des ressources génétiques nouvelles. Et au bout de 15-20 ans, on sort 0, 1, 3 variétés. Entre-temps, on a effectué des croisements manuels au stade floral, bien souvent avec des petites pinces à épiler. Donc on va prendre le pollen d'une plante, on va le mettre sur une autre plante et on recombine des caractères. Et après ces caractères, on va les sélectionner au champ pendant des années et des années jusqu'à les combiner de manière à ce que la plante obtenue soit intéressante pour le marché qu'on vise. Et qui vient vous demander? C'est l'industriel qui vient vous voir? C'est le producteur? Ce sont les interprofessions, les coopératives? Alors, nous, on travaille, on est une union de coop, donc on travaille pour des coopératives qui sont adhérentes. Donc on a de gros échanges avec nos producteurs, mais nos producteurs, leurs exigences, c'est aussi les exigences de leurs clients. Donc c'est les exigences des consommateurs, des distributeurs, des grandes surfaces. Les exigences sont multiples. Et il vous arrive de vous dire mais là c'est terrible parce qu'on dit au bout de 15 ans, non, finalement c'était une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée? Alors, parce que d'abord ceux qui ont lancé le truc ne sont pas forcément ceux qui vont finaliser la recherche. Oui, exact. Ça c'est vrai parce que le pas de temps est très très long. Après, des mauvaises idées, il y en a. Par exemple, moi j'ai en tête j'ai un exemple qui est emblématique, c'est la tomate long life. On voulait une tomate qui se conserve en rayon et puis on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas le goût attendu par le consommateur. Mais dans un programme de sélection, il y a de la diversité et qui permet de réagir et de réorienter un programme. Et vous arrive de dire à certains de vos partenaires ou à certains de ceux que vous rencontrez, non, votre démarche, ça va pas dans le bon sens, ça je sais pas faire, ou je ne veux pas faire? Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas faire parce qu'on n'a pas suffisamment de variabilité et donc on ne peut pas avoir une emprise sur ce caractère-là. Tout à fait. Thomas Bourgeois, je voudrais qu'on parle aussi des sujets d'actualité. On a beaucoup parlé ces dernières semaines du Conseil d'État, d'une décision européenne, puis d'une décision du Conseil d'État. Alors, j'ai pas tout compris. Expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé. Je sens que je vais encore avoir la question embarrassante. Après les OGM, on va partir sur la fameuse mutagénèse. Alors, c'est vrai que quand on dit mutagénèse, ça fait pas rêver, mais finalement c'est beaucoup plus simple que ça. Ah oui, c'est beaucoup plus simple. Si on dit que le premier organisme génétiquement modifié est l'homme, déjà on comprend un peu mieux. Voilà, et puis comme vient d'expliquer ma collègue juste avant, en fait, la nature est faite que de croisements. Donc je suis pas spécialement le mieux placé pour en parler de la mutagénèse, mais globalement, ce sont des croisements pour essayer d'avoir essayer de trouver des variétés qui répondent aux industriels, mais qui répondent aussi maintenant aux nouveaux critères du consommateur, c'est-à-dire de mettre moins de pesticides, d'avoir quelque chose d'un peu plus coûteux. Et nous aussi, au niveau agriculteur, c'est très intéressant parce que nous, faut savoir que ça nous fait pas plaisir de mettre des pesticides sur nos productions. Mais quelquefois, on n'a pas trop le choix parce que sinon, la nature n'est pas forcément toujours très très sympa avec nous et des maladies ou alors des ravageurs tels que des pucerons, des petits insectes peuvent nous ruiner complètement la récolte. Alors, donc pour un producteur de chou-fleur, si c'est pas vendable, c'est de la perte sèche.
Nous, pour les producteurs de semences, si on n'a pas de semences, et ben du coup, notre donneur d'ordre n'est pas content, nous on n'est pas content, et ben finalement personne n'est content. Donc du coup, cette mutagénèse-là, c'est la mutagénèse, on va dire, dirigée pour essayer d'aller l'amener sur un endroit où en fait, on va essayer d'aller chercher les critères justement pour essayer de réduire au maximum ces pesticides. Là, justement, on va nous retirer cette caisse à outils supplémentaire pour justement rentrer dans ce que demande de plus en plus le consommateur, c'est-à-dire de plus en plus d'écologie et d'agroécologie. Donc on se tire une balle dans le pied, si je comprends bien. Un petit peu quand même, oui. Et est-ce que ça va vous pénaliser, vous, dans votre métier ? Alors, ça risque de nous pénaliser, nous, en tant que production de semences, puisque comme du coup, on ne va pas avoir les variétés qui vont résister à certaines maladies, et d'un autre côté, on nous retire de plus en plus de produits phytosanitaires, donc les fameux pesticides. Après, il va se poser la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir continuer à produire des semences de qualité aux normes encore en France. C'est ça la grosse question. Et si on les produit pas, on ira les chercher où ? Eh ben, si on les produit pas, dans des pays qui sont moins regardants, qui ont moins d'état d'âme, on va dire. Exactement. Et puis nous reviendrons en France. Alors on va nous interdire quelque chose qu'on n'a plus le droit de produire en France, mais il va revenir exactement la même chose, même en pire, avec des produits qui ne sont plus utilisés chez nous depuis des années et des années. Et ça va nous revenir par l'export. Pierre, chez Rustica, je pense que vous allez avoir un abondant courrier de lecteurs là-dessus. On a beaucoup de lecteurs effectivement qui sont très sensibles à la culture au naturel. Et alors on essaye depuis 10-12 ans maintenant à Rustica de jardiner bio, puisqu'on est le premier magazine qui propose un jardinage bio. Et pour les choux-fleurs, effectivement, on parlait tout à l'heure de pesticides, on ne peut plus les utiliser chez les particuliers. Alors on conseille aussi des cultures associées, par exemple le céleri que l'on va associer avec le chou-fleur. On va mettre aussi de l'ail, pourquoi pas, parce qu'il y a des c'est-à-dire on fait comment? On fait un rang de chou-fleur, un pied de et un céleri. rang, exactement, parce que vous avez des émanations du céleri, de l'ail qui sont très très fortes et qui vont nuire, gêner le développement de certains parasites et de certaines maladies. Donc on fait ce qu'on appelle les cultures associées, c'est le compagnonnage des plantes, compagnonnage des légumes qu'on applique aussi au potager et qui est une manière de répondre justement à l'absence d'usage de pesticides. Alors évidemment, à l'échelle du potager de particulier, on va pas pouvoir faire ça sur des grandes cultures et je le conçois bien. Vous mettez pas un pied de céleri entre chaque pied de chou-fleur? Ça sera difficile. Pas encore. Ça va être compliqué, je pense. Mais pour le particulier, c'est complètement possible. Un rang sur deux ou tous les 4 ou 5 pieds de chou-fleur, on va mettre une essence un peu différente. Et ça permet effectivement de lutter naturellement contre les parasites. Anne Coupet, votre sentiment, vous, là-dessus, sur ces histoires maintenant qui vont un petit peu brider la recherche, vous qui êtes productrice, ça peut aussi être pénalisant pour vous, et pas uniquement pour les organismes de sélection et les producteurs de semences? Ce que je Par pense, ricochet? Alors oui, mais ce que je pense, c'est que il faut vraiment qu'on obtienne, que la production obtienne, la recherche et le développement soit soutenue par nos responsables politiques. Parce que c'est là qu'on va, à mon avis, c'est pas par ce biais-là aussi qu'on va trouver des solutions à moins de phyto dans nos parcelles. Personnellement, demain, j'ai envie de mettre moins de phyto, c'est certain. On a déjà, on met déjà en place certaines alternatives, comme le zéro herbicide dans nos parcelles de chou-fleur. Aujourd'hui, il nous reste des problématiques qui sont de l'ordre de l'insecte, les insectes ravageurs, etc. Et bien voilà, il faut des moyens pour que demain, on n'ait pas recours à la chimie, puisque les consommateurs n'en veulent plus. Et alors, ce qu'il faut dire, Valérie, c'est qu'il n'y a pas le monde de la recherche dans son coin et le monde de la production dans l'autre. Vous êtes intimement lié au monde agricole. Ah oui, d'abord parce que vous êtes en plein dans la zone de production, là du côté de Saint-Paul-de-Léon. Oui, c'est une chaîne, en fait, c'est une chaîne continue qui part de l'INRA. Nous, on a des programmes en collaboration avec l'INRA. L'INRA, on le dit pour l'INRAE, maintenant. C'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. Voilà, donc sur l'amont. Ensuite, nous, on est, disons, le maillon recherche appliquée. On travaille en lien avec les producteurs et ça va jusqu'au consommateur. Donc ça, c'est toute une chaîne, un continuum. Et aujourd'hui, vos financements, c'est qui? Ce sont les producteurs, sont les... La vente de nos produits, la vente de nos semences, principalement. Alors tiens, on va pas justement parler de ces semences. Aujourd'hui, vous, Thomas, vos clients, les semences, c'est qui? Nos clients, c'est pas directement le grand public. Nos clients, ce sont des donneurs Pierre d'ordre. peut pas venir vous voir en disant j'ai besoin d'une poignée de graines. Non, ça marche pas comme ça. Non, ça on n'a pas le droit. Faut Vous forcément. n'avez pas le droit. Non, on n'a pas le droit.
faut forcément que ça passe par soit des personnes qui créent les variétés directement, ou alors sinon ils délèguent à d'autres établissements qui viennent nous placer des contrats de semences. Donc on signe un contrat, on nous dit voilà, vous avez telle surface à faire, et avec le cahier des charges, nous on le produit avec le cahier des charges qui est respecté. Donc s'il faut mettre moins de pesticides et ainsi de suite, on en met moins. Et puis si on peut s'en passer, on s'en passe aussi. Et je voulais rebondir aussi un petit peu sur tout ce qui est plants de campagne et ainsi de suite. On en fait de plus en plus en agriculture. Alors peut-être pas sur les choux-fleurs, sur les potagères, mais sur les colzas, on essaye de diminuer complètement les insecticides avec des plants de campagne, justement, par leur forte odeur. Ça fait partir les ravageurs. Alors, retour à la cuisine. Valérie, on en est où? C'est prêt à servir. Ça sera à bonne température pour déguster d'ici quelques minutes. Bon, je viens vous retrouver dans quelques instants. Une dernière petite question à la productrice, peut-être aussi à vous, Thomas. Il y a un sujet qui revient régulièrement, on en parle beaucoup depuis des années, et aussi ici au Salon de l'Agriculture, c'est le réchauffement. On va pas dire le réchauffement, mais le bouleversement climatique. Est-ce que vous diriez que votre métier a changé ces dernières années à cause de ces modifications climatiques? Alors oui, si vous parlez purement climatique, c'est vrai que, par exemple, en Nord-Pas-de-Calais, en 2016, on a eu une grosse catastrophe, des inondations qui ont impacté de manière conséquente les parcelles, aussi bien toutes les parcelles, toutes les productions possibles, toutes les filières ont été impactées. Et ce qu'on remarque, c'est que 2017, 2018, 2019, on a eu des étés un peu plus secs et chauds, avec la litanie des problématiques derrière, aussi bien en conduite culturelle que par exemple la gestion de l'eau, etc. Voilà. Alors, oui, nous en programme de création variétale, en sélection, on se rend compte du changement climatique. Le chou, c'est une espèce qui a besoin de froid pour avoir une pomme qui soit bien initiée et qui soit conforme. Et lorsqu'on n'a pas ces températures fraîches, la pomme n'est pas conforme. Et donc à l'heure actuelle, on travaille pour sélectionner des ressources génétiques moins sensibles et ayant moins besoin de froid pour avoir des pommes plus conformes, même avec des automnes doux. Et alors côté multiplicateur de semences, vous aussi je suppose que parfois vous regardez le ciel avec un peu d'inquiétude? Ah oui, beaucoup même. Alors le réchauffement climatique c'est une chose, moi je partirais plutôt sur un dérèglement climatique. Et là on le voit encore cette année, des épisodes pluvieux pendant des semaines et des mois avec des quantités de pluie terribles. Et d'un coup, ça va se mettre au chaud ou au sec, et puis on va avoir 2, 3, 4 mois de sec sans rien faire du tout. Donc ça, c'est vraiment un réel challenge pour nous au niveau de la production de semences, parce que justement, d'autant plus les potagères ont besoin d'eau pour pousser. Donc pour l'instant, elles sont produites dans le sud de la France, mais petit à petit, on voit leur zone géographique remonter de plus en plus vers le nord. Donc ça se trouve, peut-être d'ici quelques années, nous pourrons produire des semences de chou-fleur chez nous dans le nord, ou des semences d'oignons chez nous dans le nord de la France, et dans le sud de la France, peut-être qu'ils feront des graines de cactus. Oui, et puis on pourra peut-être éventuellement, Pierre, faire du rosé de Provence dans le Pas-de-Calais, pourquoi pas? Eh ben oui, tout à fait. Oui, mais on le remarque effectivement dans nos courriers de lecteurs, effectivement, de ce dérèglement climatique, à cette évolution du climat, avec effectivement, alors aussi bien au niveau du potager, mais aussi au niveau des fleurs ou des arbustes, des arbres fruitiers, une évolution effectivement des essences qui sont implantées dans les jardins de particuliers. Allez, on va retourner en cuisine, mais tout de suite regarder la recette en accéléré. Si vous pouviez être à ma place, non franchement je dis que ce métier est parfois un peu difficile. Regardez comme c'est beau, venez, rapprochez-vous, regardez. Alors là, Valérie, il y a quoi là dans cette poêle? On a un curry de chou-fleur aux lentilles avec les épices qui embaument comme ça. Ah oui, les épices c'est incroyable. Et vous rajoutez?
Un petit peu de mâche ciselée sur le dessus. Juste pour la déco, hein. La déco et le goût, on aurait pu le remplacer par des épinards également. Donc ça, c'est très simple. On pourrait presque demander à des enfants, par exemple, un samedi, un dimanche ou un mercredi, quand ils sont à la maison, de faire cette recette. Il n'y a pas de difficulté majeure. Tout à fait. Eh bien, écoutez, nous, maintenant, il ne nous reste plus qu'à goûter. Quant à moi, je vous retrouve demain, ici au Salon de l'Agriculture, sur le plateau de Village Semences. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain!